En fait, tout a été prétexte pour conditionner les foules à quémander la machination à tout prix, terrorisées qu'elles sont par le microbisme pasteurien qui a réussi à focaliser et à figer les esprits et les réflexions. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. Parce que comme vous le savez, le livret est une arme. Chronique 82, déjà à 82, je devrais, par ces chroniques, rendre hommage à nos départements. 82, c'est le Tarn et Garonne, et c'est aussi le numéro donc de cet essai que nous allons décortiquer aujourd'hui. L'emprise du mondialisme, hérésie médicale et éradication de masse de Christian Rouas. Je pense qu'avec le titre déjà on a un peu fait le tour, vous l'avez deviné. Nous baignons là-dedans dans ce que beaucoup de personnes appelleraient le complotisme le plus poussé. En réalité, tout ce que réalise l'auteur, c'est mettre en lumière des faits vérifiés et vérifiables, faites-en l'expérience, des faits reconnus qui ne sont pas cachés ou enfouis, mais des faits que les médias ne mettent pas en lumière. En fait, ce que les sceptiques nomment donc complot, généralement, ce ne sont pas des faits inventés tels qu'ils le laisseraient transparaître. Ils font passer des complotistes ou pseudo-complotistes pour des fous. Mais en réalité, ce sont plutôt des faits avérés qui n'ont pas été mis en lumière. La nuance est véritablement importante. Et rappeler cette évidence me paraît urgent. Alors quant au livre, chers amis, eh bien, il frappe fort, sans crainte ni appréhension. Indéniablement, vous apprendrez des choses, même si je peux reprocher à cet essai un certain manque d'organisation, disons de suivi thématique. Ce fut la croix et la bannière pour créer des chapitres, mais bon, peu importe. Jean-Pierre Mariel entre en scène. J'ai marché en pensant à la France. La pauvre. Essentiel, nous voilà. Alors vous allez voir, la richesse de cet essai n'est pas à démentir. L'auteur attaque frontalement en évoquant ce qu'il nomme une guerre invisible menée par les cartels contre les peuples, avec comme arme ultime la machination. Oui, malgré le fait que j'utilise d'autres termes, il est fort possible que cette vidéo saute. Donc je vous encourage véritablement à la sauvegarder, à la partager ailleurs ou à la mettre sur votre chaîne. Pourquoi pas, cela ne me dérange pas à partir du moment où vous citez la chaîne, je dirais, par respect. Je recommence donc. Tout ce que je voulais dire, c'est que l'auteur nomme une guerre invisible qui est menée par les cartels contre les peuples, avec comme arme ultime la machination, une machination qui s'appuie sur 4 dogmes pasteuriens qui sont indéboulonnables. C'est-à-dire les microbes responsables, l'asepsie des êtres vivants, le monoformisme microbien et le dogme de la contagion. Voilà, ce sont ces 4 piliers qui se sont instillés dans l'esprit de tout le monde. Ainsi, l'on construit à partir de là toute une idéologie, une façon de penser, une tournure d'esprit destinée à accepter sans sourciller la machination, qui n'est rien d'autre que l'injection de protéines étrangères qui viennent donc bouleverser nos lois innées et ainsi créer des désastres. C'est ça la machination. Plus il y a de machins, plus il y a des protéines étrangères, c'est logique, plus il y a donc de réactions néfastes et violentes de type inflammatoire. Tout ça est fort logique si on utilise notre raison. La science n'est-elle pas la raison pourtant? Depuis plus de 35 ans, 2 cultures cellulaires principales sont utilisées pour la production de machins. On a le WI38 qui est élaboré aux États-Unis et issu de cellules pulmonaires de fœtus humains féminins avortés à 12 semaines de gestation. WI38 élaboré aux États-Unis et issu de cellules pulmonaires de fœtus humains féminins avortés à 12 semaines de gestation. En Chine, ils doivent être contents. 1 milliard d'individus ont déjà reçu ce machin. Le deuxième, c'est le MRC5, élaboré lui en Angleterre. États-Unis, Angleterre. Issu lui aussi de cellules pulmonaires de fœtus humains masculins avortés à 12 semaines. Voilà. À cela s'ajoute l'aluminium, une neurotoxine qui pénètre le cerveau et s'introduit dans les tissus osseux. À cela s'ajoute le mercure et d'autres additifs présents dans la composition machinale, isolément ou bien en synergie, mais qui sont tout aussi nocifs.
Pensons au sulfate d'ammonium, au latex, à la gélatine, au formaldéhyde, au borate de sodium, plus communément appelé morora, entre autres, je les ai pas tous mis. Il faut, et vous le comprenez bien, dans une logique libérale, il faut optimiser le rendement et pour ce faire, on alimente les cellules animales et humaines, IVG, avec du sérum de veau à l'état fœtal, parce qu'il est doté naturellement d'un facteur de croissance supérieur. Voilà. Pour le BCG, ce fut avec de la bile de bœuf. Pour le machin anti-poliomyélite, ce fut avec des cellules de rein de singe. Et pour le multimachin poliomyélite, hépatite, ce furent avec des cellules issues de singes gonades et du hamster. Voilà. Tous ces adjuvants créent une sorte de leurre cellulaire, une fausse réponse immunitaire différée, puis quasi permanente, jusqu'à une réaction auto-immunitaire. À terme, vous le savez, c'est tout le système immunitaire qui est attaqué et qui donc s'amenuise. C'est une véritable insulte faite au système immunitaire d'un enfant que d'introduire dans son sang des protéines étrangères, dira le docteur Moskowitz. Et les dégâts sont considérables, pêle-mêle. La quasi-totalité des cas de poliomyélite aux États-Unis entre 1980 et 1994 ont été causés par l'administration du machin. 2/3 des 103 enfants décédés de la mort subite du nourrisson avaient reçu le machin DTP aux États-Unis en 1982. Présence d'un œdème cérébral chez les enfants en bas âge morts juste après la machination contre l'hépatite B. Alors, continuons sur les dommages, justement. D'ailleurs, comment est apparu le sida? Ouais, il n'est pas apparu avec le singe vert tel que nous l'avions dit dans notre vidéo sur Eustace Mullins que je vous conseille fortement. Eh bien, dans le Congo belge des années 50, 1 million de doses machinales à base de reins de singe ont été administrées par voie orale aux populations africaines locales. 1 million de doses machinales à base de reins de singe ont été administrées par voie orale aux populations africaines locales. 26 millions de morts. 40 millions d'infectés, nous dit l'auteur, qui ont d'ailleurs infecté le reste de la planète par la suite. Ces associations cellulaires de reins de singe ou de bile de bœuf, qui, au contact des cellules intestinales de l'homme, créent d'autres cellules chimérisées, on va dire, destructrices du système immunitaire. C'est ça la conséquence. Seulement, pourquoi a-t-on oublié de nous dire que le chien qui avait mordu le petit Alsacien machiné par Pasteur avait aussi mordu d'autres personnes du village, lesquelles ne furent ni machinées, ni même malades? Dans l'histoire de Pasteur, bizarrement, c'est quelque chose que l'on oublie. La peste, le choléra, la scarlatine, la suette picarde, la poliomyélite furent autant d'épidémies, parfois dévastatrices, et toutes enrayées sans machin. Pire, la mortalité infantile augmente proportionnellement au nombre d'actes machinaux reçus par l'enfant. L'un et l'autre suivent la même courbe. Mais faisons un bref historique des méfaits et des dommages liés à la machination. Entre 1868 et 1881 aux États-Unis, les machinations contre la variole ont provoqué une extension significative de la lèpre. En 1900, Rockefeller et JP Morgan achetèrent l'Encyclopædia Britannica en faisant retirer toute référence négative à la machination. En 1917, vous le savez, machination des soldats américains avec tous leurs dégâts, vous vous souvenez, c'était la grippe espagnole. En 1928, la SDN produit un rapport sur les liens entre l'inflammation du cerveau et la machination. Entre 1950 et 1972, des handicapés mentaux de l'école Willowbrook ont été utilisés comme cobayes et machinés. En 1957, le New York Times fait le lien entre la polio et la machination. En 1976, The Lancet fait le lien entre la coqueluche et la machination. En 1977, la revue Science établit que les machinés contre la rubéole développeraient de l'arthrite à plus de 26% d'entre eux. En 1994, The Lancet annonce que l'asthme est 5 fois plus fréquent chez les enfants machinés.
En 2002, l'Institut national de la santé au Japon fait le lien entre l'autisme et la machination. En 2013, le docteur Russell Blaylock jette un pavé dans la mare et déclare que la machination a pour finalité d'aboutir à une perte du QI généralisée. L'Alliance mondiale pour les machins et l'immunisation, Gavi, a pour partenaire privilégié la fondation Gates, à laquelle s'est joint Warren Buffett pour parvenir à un budget total et annuel de 3 milliards de dollars, c'est-à-dire 5 fois plus que l'UNESCO. 10 milliards de dollars sont consacrés uniquement à la machination dans le tiers-monde, soit 2 fois plus que l'OMS. Toutes les maladies, d'ailleurs, y sont ciblées. Alors, l'Afrique, justement, c'est de ça que va parler ce chapitre. Bon, avant tout, juste rappeler qu'en réalité, l'opposition à la machination date de l'époque de Béchamp. C'est dire. En fait, la machination n'a jamais été quelque chose de reconnu et d'unanime. Il y a eu des luttes, c'est pas comme aujourd'hui où personne ne lutte contre la machination de manière publique, on va dire. Au XIXe siècle existait d'ailleurs la Ligue universelle des anti-machinateurs, créée par Hubert Boens. La loi Liouville fut élaborée en 1889, puis votée en 1905 sous l'impulsion de Jules Ferry. Des personnalités reconnues donc luttaient contre les thèses de M. Pasteur. C'était de notoriété publique. Les débats avaient lieu. Citons plus tard les docteurs Chavanon, Tissot, Roy, Marie ou Gastin. Bref, même si aujourd'hui la France semble être un des pays les plus stricts au sujet de la machination, dans les faits, l'obligation à la machination n'existe pas. Le Code civil établit la liberté de choix en matière de thérapeutique, donc y compris par l'acte machinal. Toute obligation éventuelle se verrait annulée d'office par la loi du 4 mars 2002. Seulement, c'est au niveau planétaire que cela se joue. On ne parle plus seulement de France ici. Les organisations mondialistes ont accéléré le mouvement, on va dire, depuis le début des années 2000, déclenché une pandémie au cours de laquelle la machination sera promue, et c'est-à-dire vue comme indispensable, indiscutable, puis obligatoire. Prenons l'exemple du sida, qui resta une arme absolument dévastatrice. Le marché du sida est estimé à 16 milliards de dollars par an. Un traitement coûte 6 000 dollars par an par tête de pipe, plus les préservatifs. Évidemment, les mêmes compagnies tiennent les préservatifs, bien sûr. Le sida fut stratégiquement créé dans le but d'éradiquer une partie des populations d'Afrique de l'époque. Ils ont englobé le virus synthétique, manipulé en laboratoire à base de reins de singe dans le machin. Donc ils ont mis le virus dans le machin. Ainsi, le virus peut franchir la barrière des espèces et introduire une chimérisation cellulaire. La messagerie cellulaire se trouvera dérégulée, créant très certainement un état inflammatoire chronique. En parallèle, exista une autre arme bactériologique, Ebola, du nom d'un fleuve de la République démocratique du Congo, encore une fois. Là aussi, c'est un agent pathogène, c'est une toxine génétiquement modifiée dont l'origine remonterait à la RFA en 1967 et n'aurait donc rien à voir avec l'Afrique, apparemment. Le réservoir du virus vient d'ailleurs, mais il fut peut-être élaboré en Sierra Leone, par exemple, où, jusqu'en 2014, les États-Unis y pratiquaient des essais d'armes biologiques à Kenema. Nous y reviendrons. Ces centres d'essais furent fermés en raison de dysfonctionnements et de fortes protestations de la part des infirmières sur place. 3, d'ailleurs, sont mortes contaminées par Ebola. Évidemment, jusqu'alors, les autorités africaines laissaient faire ces expérimentations diaboliques sur leur sol. Ebola se transmet par fluide corporel, mais une autre élaboration pourrait produire un virus transmissible par air, comme la grippe espagnole. Le livre du docteur Leonard Horowitz, intitulé « La guerre des virus », avait prouvé la volonté des dirigeants états-uniens de créer des armes bactériologiques, dont le sida. Nixon le savait, il poursuivait les recherches, et le Sénat le suivait en réclamant des fonds à hauteur de 10 millions de dollars pour mettre au point ces armes biologiques à Fort Detrick, dans le Maryland, d'où disparaîtront d'ailleurs 27 récipients pathogènes en 1991, puis encore une fois 9000 fioles qui vont disparaître du virus Ebola en 2009.
Le but étant de contrôler la démographie de la population mondiale, disait le docteur Horowitz dans son essai, à travers les organismes type USAID ou l'OMS. Mais pas seulement. Pas seulement, il est question aussi de faire main basse sur les ressources minières, comme lorsque Mobutu se retourne contre les États-Unis en 1975, il nationalise les entreprises, il expulse les ressortissants étrangers et fait exécuter quelques agents de la CIA. Eh bien en 1976, coïncidence, 55 villages zaïrois seront touchés par Ebola, causant des centaines de victimes. Autre but poursuivi, toujours dans les années 70-80, préserver les États-Unis de la croissance exponentielle démographique des pays du tiers-monde. Alors, comment déclencher cette guerre bactériologique? Pour jeter les bases d'une pandémie réussie, il faut impérativement déclencher la peur au sein de la population. Une mise en scène qui donnera donc tout pouvoir à l'OMS. C'est à ça qu'elle sert. Propagande de peur. La dite pandémie sera particulièrement favorisée par le système immunitaire devenu défaillant depuis le jeune âge, incapable d'assurer une réactivité antigénique innée. Par exemple, les cellules anti-infectieuses se montrent incapables d'empêcher le VIH de passer par les muqueuses et celui-ci va donc s'introduire dans les ganglions. En clair, déclencher une pandémie ou l'illusion d'une pandémie a pour première finalité de déclencher l'anxiété au sein de la population pour que cette dernière soutienne divers projets politiques, comme ceux touchant à la restriction des libertés publiques, par exemple. Bon, ça, si vous le voulez, c'est le volet le plus endurable, on va dire. Parce que la réalité se veut encore bien plus machiavélique. Les recherches font froid dans le dos. Évoquons la volonté de combiner des souches virales grippales avec des virus de leucémie aiguë, ou encore celle d'utiliser les radiations pour augmenter la puissance du virus du cancer sarcome, ou encore les croisements entre le H1N1 et le H5N1. Nous parlons ici de faits scientifiques reconnus mais non médiatisés, comme nous l'avons dit en introduction. Et pour faciliter l'emprise mondialiste, on va dire, d'ailleurs nous en avions parlé dans notre chronique 15 qui avait été censurée et que vous pourrez retrouver sur Odyssée, l'OMS en 2009 a modifié les termes de la définition de pandémie. Maintenant, pour déclencher une pandémie, et donc déclencher l'hystérie qui l'accompagne, il suffit qu'une maladie soit identifiée seulement dans 2 pays de la même zone OMS, qui demeure certainement l'organisme le plus malsain et le plus diabolique de cette planète, puisqu'elle sait pertinemment qu'elle déclenche des épidémies par ces machinations dont elle cache les résultats. Côté gouvernement, pour préparer la pandémie, on claironne que le pays est vulnérable, qu'il n'est pas préparé aux armes bactériologiques, comme Madame Cohen, secrétaire de la Défense sous Clinton. Et les médias relaient, bien évidemment, accentuent cette peur en jouant les prophètes de malheur. Alors, parlons du virus maintenant. Pour rappel, en 1995, une expédition scientifique américaine se rendit en Alaska pour déterrer le virus H1N1 sur des tissus humains congelés depuis 1918. Tout ça est factuel, hein. Le H2N2 fut responsable, lui, de la grippe asiatique et le H3N2 de celle de Hong Kong, avec à chaque fois un nouveau réaménagement génétique, réarrangement serait un meilleur mot, génétique qui apparaît. Évidemment, ce n'est pas naturel, c'est le fruit d'essais de nouvelles souches élaborées dans les laboratoires de biotechnologie de l'armée. Le H1N1 avait donc été déterré pour en exploiter la capacité de propagation ainsi que pour justifier une mutation. L'on cherche donc à produire avec assiduité des souches virales de manière artificielle pour les introduire par la suite dans la machination. L'effet n'est pas immédiat, mais comme tout machin, cela affaiblira considérablement le système immunitaire. On retrouve toujours les mêmes hommes, les mêmes diables. Par exemple, l'inénarrable Donald Rumsfeld, président de Gilead, qui poussait à la machination contre la grippe porcine, en 1976, puis contre la variole en 2001. On le retrouve pour le sida, on le retrouve pour tout. On le retrouvera aussi pour le Covid-19. Et on le retrouve dans l'affaire du Tamiflu, bien sûr, dont il était le fabricant. Le Tamiflu, si vous le savez, si vous voulez, pour vous faire rapidement, c'est de l'acide chiquimique qui
guérit le virus de la grippe, mais c'est de synthèse en réalité. C'est-à-dire qu'il n'est pas tiré du fruit. Le fruit, c'est la badiane de Chine. En fait, c'est soi-disant pour permettre de guérir du virus de la grippe, mais ce n'est pas naturel. C'est fait de manière synthèse avec les fausses propriétés d'un faux fruit. Voilà. Seulement, les résultats ne sont pas les mêmes et de nombreuses études démontrent que ce médicament populaire et coûteux se veut impuissant finalement contre la grippe saisonnière. Il peut l'être à court terme, mais finalement, sur le long terme, la grippe revient. Les mêmes diables, disais-je, les mêmes diables. En 2009 se tint une réunion avec Rockefeller, Ted Turner, Soros, Warren Buffett, Bloomberg, Bill Gates, Oprah Winfrey, chez le biochimiste Paul Nurse, le mal nommé, pour évoquer la question de la surpopulation. 1 an plus tard, Bill Gates s'engage à verser 10 milliards de dollars, nous l'avions dit, pour la recherche et la fourniture de machins aux pays pauvres, en parallèle à l'action déjà menée par la fondation Rockefeller et son projet AGRA, A-G-R-A. En 2014, l'Inde poursuivra d'ailleurs Bill Gates pour avoir machiné des enfants cobayes sans leur consentement et leur avoir provoqué la mort de 10 000 d'entre eux. Dans le même temps, les machins inefficaces que nous avions évoqués précédemment, j'entends ici le Tamiflu et le Relenza par exemple, furent stockés massivement. Mais pourquoi donc? Pourquoi les stocker puisqu'ils ne permettent pas de lutter contre la grippe telle que nous l'avons vue? Eh bien tout simplement parce que ces 180 millions de doses inutilisées en 2010 par les pays riches vont être redistribuées aux pays pauvres qui ne souffrent pourtant pas du virus grippal, apparemment. Enfin, pas à ces latitudes, normalement. Pas encore. En clair, l'on cherche à faire croire au grand public l'arrivée cyclique de pandémies auxquelles nous serions déjà préparés grâce à des machins stockés et prêts à nous sauver. Terminons le dépeçage de cet essai absolument dense en évoquant, un thème qui clôturera ce chapitre. Le thème, c'est le but poursuivi. Le but poursuivi par nos élites maléfiques, c'est avant tout d'affaiblir, nous l'avons vu, notre système immunitaire, moyen pour eux de nous rendre dépendants de leurs diverses poudres de rabin-pimpin. Ça, c'est pour la version allégée de l'histoire. Elle n'est pas fausse, bien au contraire, mais c'est la version allégée. Mais poussons les portes de la maison du diable. L'une des techniques sales utilisées par nos élites, c'est l'épandage de virus. Des preuves. Ils ne se privèrent pas de le tester, cet épandage, par 2 fois sur Cuba. Une fois en 1971, avec la fièvre porcine, ce qui provoqua l'abattage de 500 000 porcs. Une fois en 1981, avec la dengue hémorragique. D'ailleurs, en 2008, Isro Sami Arjo, chercheur au ministère indonésien de la Défense, affirme que le gouvernement américain procède à l'élaboration d'armes biologiques à Los Alamos. Il faut dire qu'en 1980, l'Indonésie avait été victime d'un acte bioterroriste qui avait dégradé ses rizières, obligeant le pays à la dépendance alimentaire. Cet acte avait d'ailleurs déjà été dénoncé en son temps par ce même Sami Arjo. Parallèlement aux pandémies, les instances de la gouvernance organisent une stérilisation de masse des femmes, et ce, dès la préadolescence, particulièrement par l'intermédiaire des campagnes de machination anti-cancer du col de l'utérus. En fait, tout a été prétexte pour conditionner les foules à quémander la machination à tout prix, terrorisées qu'elles sont par le microbisme pasteurien qui a réussi à focaliser et à figer les esprits et les réflexions. Pourtant, comment se fait-il que l'organisme humain contienne plus de bactéries que de cellules, notamment dans l'intestin? Peu importe, la propagande s'est installée confortablement, elle s'est assise. En fait, en maintenant cette propagande sur la dangerosité des virus, cela leur permet de manipuler les génomes, de créer de nouveaux virus à la suite de recombinaisons et de les faire passer pour des virus naturels dévastateurs. Ces recombinaisons maléfiques constituent un puissant moyen de mort silencieuse à la disposition de ce cartel. Tel est son nom. Autre technique diabolique, l'ensemencement de souches pathogènes dans les nuages.
Entre 1949 et 1969, l'armée américaine ne se priva pas de réaliser 239 expériences d'ensemencement par nuage, dont 80 avec génome, sur son propre territoire. En 1956, elle libéra des moustiques infectés par la fièvre jaune sur Savannah. En 1951, elle balança du LSD sur la ville française de Pont-Saint-Esprit. Souvenez-vous, ces films français qui disaient que le pain c'était le pain qui était la cause de ça. Déjà, nous étions soumis aux Américains. Déjà, nous étions soumis au diable. Entre 1953 et 1965, elle drogue 5700 militaires américains à leur insu. Continuons avec le cancer. Depuis les années 70, un tiers des études portant sur le cancer, généralement celles qui touchent au protocole alternatif, n'est pas publiée. Un tiers des études portant sur le cancer n'est pas publié. Il ne faut pas aller à l'encontre de la politique actuelle qui consiste à détruire systématiquement les cellules malignes sans jamais chercher à savoir si le processus de malignité cellulaire est réversible ou non. C'est un puissant système de marketing incontournable qui écarte les chercheurs pertinents comme Gernez, Rajani, Bouljakin ou Grouganov. Pour que cela fonctionne, on vend de l'espoir aux gens. Nixon avait déjà déclaré la guerre contre le cancer avec optimisme en 1971. Le système se nourrit lui-même grâce aux ressources fiscales des pays riches qui ont intégré le financement de la recherche contre le cancer, un argent colossal qui entretient la propagande. Et puis, vous avez les médicaments aussi. L'auteur égrène une liste des condamnations des grands groupes pharmaceutiques et des noms des divers médicaments concernés. Nous n'allons pas tous les citer ici parce que je pense que cela ferait décapiter la chronique qui, à mon avis, a déjà été décapitée de toute façon. Mais vous avez aussi une vidéo qui s'appelle HS2 sur cette chaîne où qui égrène toutes les condamnations des grands groupes, pas seulement sur le cancer mais sur d'autres maladies aussi, les médicaments incriminés. Certains ont créé des troubles de comportement graves comme une dépendance au jeu. D'autres, des malformations chez les enfants comme le syndrome de Moebius, des mutilations, des accidents vasculaires, bref. Pour vous donner une idée, en 1914, moins de 250 remèdes existaient. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 5000 auxquels s'ajoutent 50 000 autres produits issus de la parapharmacie. En France, on estime à 150 000 le nombre de personnes hospitalisées chaque année à cause d'accidents médicamenteux. Aux États-Unis, chaque année, à minima, 100 000 morts et 10 à 20% du total des hospitalisations. Il n'est plus question ici de conseils sains, d'hygiène de vie, puisque le médicament se veut la panacée sans effort. Ainsi, l'on va mettre en scène une nouvelle maladie, la dépression, dans les années 80, pour écouler les anxiolytiques. Un an plus tard, on ouvrira la porte vers un nouveau produit, les antidépresseurs. Par exemple, exemple mythique, la dépression n'existait pas au Japon. Elle n'existe d'ailleurs pas. Eh bien, par la communication, nous allons la créer. Ils ont culpabilisé les Japonais et ont renommé cela rhume du cœur. Un rhume, vous savez, cela se guérit vite. Il suffit de prendre des médicaments. En moins d'un siècle, nous avons assisté à l'effrayante montée en puissance d'un dérèglement général qui détruit tous les cycles environnementaux et biologiques. Allons au-delà du livre. Chers auditeurs, un au-delà du livre plutôt restreint est destiné à enrichir les écrits de Monsieur Rouas. Eh bien, j'ai fait les recherches. Lorsque j'ai posé mes mains sur le livre, j'ai fait mes recherches sur les événements que je ne connaissais pas, les laboratoires pharmaceutiques américains en Afrique. J'ai fait de petites recherches très courtes. Et puis, j'ai tiré le fil et tout est arrivé. Donc, j'apporte des précisions qui viennent confirmer ce que dit Monsieur Rouas. Au sujet d'Ebola, sachez que les États-Unis possédaient 3 laboratoires en Afrique, au sein desquels ils pratiquaient toutes sortes de recherches effrayantes portant sur les armes biologiques. Un en Guinée, un au Libéria, un en Sierra Leone. La Guinée et le Libéria n'avaient pas signé la convention sur les armes biologiques. Ceci explique cela. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient dans ces endroits-là. Quant à la Sierra Leone, c'était une colonie britannique et le laboratoire américain présent œuvrait pour le compte du Pentagone. Donc ils n'ont pas été choisis au hasard, vous l'avez compris. Les documents justifiant les travaux entrepris
dans ces 3 pays disent exactement cela. Lisons-les. Il pourrait y avoir cette terrible forme de maladie émergente et nous devons développer un machin pour cela. Et donc, nous allons commencer à travailler ce virus. Il est possible que nous ayons à le modifier génétiquement et par conséquent, nous devons le modifier génétiquement pour créer un machin et protéger tout le monde. Voilà, ils le disent. Je veux dire, ils le disent. C'est clairement dit. Pas de complotisme, hein. On reconnaît bien là tout le cynisme anglo-protestant magnifié sous l'ère Reagan. Le docteur Kawaoka de l'université du Wisconsin de Madison avait d'ailleurs admis avoir modifié génétiquement Ebola pour le rendre plus dévastateur encore. Les travaux furent si dangereux que le laboratoire dut être transféré à Winnipeg, au Canada. Imaginez. Rappelons que les 3 bases de recherche dont nous avons parlé en Afrique, précitées, avaient toutes été mises en place par l'USAID. Vous voyez, c'est cet organisme qui vient en aide aux gens défavorisés, etc. Qui n'est en réalité qu'une couverture politiquement correcte ou humanisme pour la CIA. Plus tard, les États-Unis fermèrent le laboratoire de Kanema dont nous avons parlé au Sierra Leone, prétextant que c'était un foyer, une source de l'épidémie Ebola. Mais c'est incroyable. Toujours ce même cynisme puisqu'ils ont injecté tous ces gens au Sierra Leone, soi-disant avec un machin composé de Ebola vivant et de rhume commun. Puis, décision fut prise d'abandonner les gens à leur sort. On les renvoya chez eux avec un Tylenol, une espèce de Doliprane américain. Mais alors, direz-vous, pourquoi personne ne sait cela? Pourquoi le scandale n'a pas éclos? Eh bien, très certainement parce que nous touchons là au monde le plus violent, sans pitié aucune. Par exemple, 27 à 28 microbiologistes présents dans ces centres diaboliques américains ont trouvé la mort. Ouais, tous tués. Enfin, tués, bien souvent dans des histoires rocambolesques, on va dire, frôlant presque le risible, du style j'arrête ma voiture d'un seul coup au milieu d'un pont, puis je décide de sauter. Pour quelle raison, selon vous? Pourquoi tous ces microbiologistes auraient-ils été tués? Ils ont tous en point commun d'avoir travaillé dans ces centres africains. En tout, il n'existe pas moins de 1500 laboratoires de ce style tenus par les États-Unis avec, en leur sein, 14 000 scientifiques de la mort. C'est comme ça qu'il faut les appeler. Alors que ces travaux entrent dans le cadre des lois antiterroristes contre les armes biologiques. Les États-Unis ont dépensé 79 milliards de dollars pour renforcer ce domaine depuis 2001. Que jamais ne sorte de France la gloire qui s'y est arrêtée, mes amis.